Ma fiancée m'a envoyé un texto, le mariage tient toujours, mais je passe les dernières nuits avant avec mon ex pour tourner la page. J'ai répondu, fais ce que tu as à faire. Puis j'ai appelé la salle de réception et j'ai tout annulé. Elle l'a appris lors de son enterrement de vie de jeune fille quand la salle l'a appelé au sujet de l'annulation. Et puis, le mercredi après-midi m'a frappé comme un train de marchandises ne transportant que de la déception et du café tiède. J'étais assis à mon bureau dans le centre-ville de Chicago, me demandant si les néons au-dessus de moi étaient spécifiquement conçus pour aspirer l'âme des employés de bureau comme moi, quand mon téléphone a décidé de faire exploser toute mon existence. Je venais de terminer 3 réunions clients consécutives qui ressemblaient à des séances de torture médiévale déguisées en discussion de planification stratégique. Et honnêtement, je remettais déjà en question mes choix de vie avant même que mon téléphone ne vibre. La notification est apparue, venant de Brooke Patterson, ma fiancée, ma supposée partenaire pour la vie, la femme à laquelle je prévoyais de me lier légalement dans exactement 3 jours. 3 jours. Je m'attendais aux habituelles gentillesses qu'elle m'envoyait depuis des semaines. Vous savez, le chaos typique d'une future mariée. As-tu confirmé les fleurs? Ma mère veut déplacer la table 6 plus près de l'orchestre. Où penses-tu que les serviettes ivoire jurent avec les nappes champagne? Le genre de questions qui me faisait me demander si l'organisation d'un mariage n'était pas en réalité une forme de guerre psychologique avancée conçue pour briser les hommes forts. À la place, j'ai reçu ce chef-d'œuvre absolu de l'audace humaine, le mariage tient toujours, mais je vais passer les dernières nuits avant avec mon ex-petite amie pour tourner la page. J'ai cligné des yeux devant l'écran comme si c'était écrit en hiéroglyphes anciens. Je l'ai relu. Non. Ça disait toujours la même chose. Mon cerveau a fait ce truc où il court-circuite complètement, et vous restez là, comme un cerf ébloui par des phares, sauf que les phares sont attachés à un camion poubelle fonçant droit sur votre dignité. Derek. Elle parlait de Derek Morrison. Le désastre ambulant qu'elle prétendait avoir complètement effacé de sa vie comme un mauvais tatouage. Le type pour qui elle avait juré monts et merveilles qu'il appartenait à l'histoire ancienne et qu'il était totalement hors de propos dans notre relation. Le même Derek qui continuait mystérieusement d'apparaître dans ses « j'aime » sur les réseaux sociaux et qui, d'une manière ou d'une autre, parvenait toujours à se trouver dans les mêmes bars que nous fréquentions. Pure coïncidence, n'est-ce pas? Bien sûr, Brooke. Et moi, je suis secrètement Batman. Je suis resté là, à fixer ce texto comme s'il pouvait soudainement se réorganiser en quelque chose de sensé. Peut-être que la correction automatique était devenue folle. Peut-être qu'elle voulait envoyer ça à son thérapeute, à son journal intime ou littéralement à n'importe qui d'autre sur la planète, sauf à l'homme qu'elle était censée épouser dans 72 heures. Mais non, c'était bien pour moi, car apparemment, je sortais avec quelqu'un qui pensait que, tourner la page, avec un ex était une activité prémaritale tout à fait normale. Mes pouces flottaient au-dessus du clavier, comme s'ils avaient peur d'établir le contact. Que répond-on exactement à ça? Merci pour l'info, chérie. Amuse-toi bien avec ton bagage émotionnel. Je dois aller chercher des préservatifs pour vous deux pendant que je suis dehors? Super idée. Rien ne dit mieux, prêt pour le mariage, qu'une soirée pyjama avec son ex. Mes doigts, apparemment masochistes, ont tapé « Fais ce que tu as à faire ». J'ai appuyé sur envoyer et j'ai immédiatement eu envie de jeter mon téléphone dans la rivière Chicago. Qu'est-ce qui n'allait pas chez moi? Pourquoi n'ai-je pas répondu avec la fureur légitime que cette situation méritait clairement? Pourquoi n'ai-je pas exigé d'explications, fixé des limites ou fait littéralement quoi que ce soit qui ressemble à avoir une colonne vertébrale? Sa réponse est revenue plus vite qu'un boomerang, « Tu es le meilleur, Marcus. Si mature et si sûr de toi. C'est pour ça que je t'épouse. » Oh, l'ironie était absolument délicieuse. Elle m'épousait parce que j'étais assez mature et sûr de moi pour la laisser crécher avec son ex-petite amie juste avant notre mariage. Quelle perle! J'étais si mature, si sûr de moi, si complètement dépourvu de colonne vertébrale que je venais de donner ma bénédiction à ce qui était essentiellement une tromperie autorisée avec une touche de manipulation émotionnelle. J'ai posé le téléphone sur mon bureau et je l'ai regardé fixement comme s'il pouvait exploser. Le bureau autour de moi continuait son bourdonnement habituel du mercredi après-midi, des clics, des téléphones qui sonnent, Karen de la comptabilité qui rit beaucoup trop fort à quelque chose qui n'était certainement pas si drôle. Des gens normaux faisant des choses normales pendant que mon monde implosait en temps réel par SMS. Le fait est que j'ai su instantanément et je veux dire, immédiatement,
comme une sorte de révélation divine que le mariage était déjà mort. Pas reporté, pas compliqué, pas quelque chose que nous allions surmonter avec une thérapie de couple et des conversations gênantes. Mort, décédé, il mangeait les pissenlits par la racine. Il était mort au moment où elle avait appuyé sur envoyer. Et honnêtement, il était probablement sous assistance respiratoire depuis des mois. Parce que voilà le truc avec le fait de tourner la page, c'est la plus grosse connerie jamais inventée par les gens qui veulent le beurre et l'argent du beurre. On n'a pas besoin de tourner la page avec quelqu'un qu'on a vraiment oublié. On n'a pas besoin de passer quelques nuits à traiter des sentiments qui auraient dû être réglés avant d'accepter la bague de fiançailles de quelqu'un d'autre. Et on n'annonce certainement pas ce plan brillant à son fiancé 3 jours avant le mariage comme si on discutait des plans pour le dîner. Assis là, dans mon cubicule beige, entouré d'affiches de motivation sur le travail d'équipe et la synergie, j'ai ressenti quelque chose que je n'avais pas connu depuis des mois. La clarté. Une clarté pure, cristalline, sur ce que je devais faire exactement. Le mariage était mort, mais j'étais le seul à le savoir pour l'instant. Brooke était partie planifier sa petite aventure pour tourner la page, complètement inconsciente du fait qu'elle venait de me donner la stratégie de sortie parfaite, emballée dans ses propres illusions égoïstes. J'ai repris mon téléphone et j'ai parcouru mes contacts. Il était temps de commencer à passer des appels, la salle, le traiteur, le fleuriste, le DJ, chaque fournisseur qui s'attendait à ce que notre jour spécial ait lieu. Parce que si Brooke voulait tourner la page, j'allais lui offrir la conclusion la plus définitive qu'elle ait jamais connue. Environ 3 jours avant ce qui aurait dû être le plus beau jour de ma vie, j'étais sur le point de devenir un marié en fuite. Et honnêtement, je ne m'étais jamais senti aussi soulagé de toute mon existence. Mon premier appel fut pour le manoir Lakeside, le lieu où nous étions censés nous jurer un amour éternel devant 150 témoins qui allaient assister au premier rang à la plus grande annulation de mariage de l'histoire de Chicago. Le téléphone sonna 2 fois avant qu'une voix joyeuse ne réponde. Manoir Lakeside, Jennifer à l'appareil. Comment puis-je rendre votre journée spéciale parfaite? Ici Marcus Grant, dis-je, ma voix étonnamment stable pour quelqu'un qui s'apprêtait à réduire en cendres tout son avenir. Annulez tout pour samedi. Le silence à l'autre bout du fil était si profond que je pouvais presque entendre le cerveau de Jennifer dysfonctionner. Je suis désolé. Avez-vous dit annuler? Comme dans tout le mariage? C'est exactement ce que j'ai dit. Tout le tralala. Fini. Terminé. Terminé et basta. Le sang-froid professionnel de Jennifer se fissura comme un vase bon marché heurtant le béton. Monsieur Grant, je dois vous rappeler qu'avec un préavis de moins de 72 heures, vous perdrez la totalité de la compte. De plus, nous devrons vous facturer pour. Je m'en fiche, l'interrompis-je, sentant une étrange sensation de libération m'envahir. Facturez ce que vous voulez. Envoyez la facture à Marcus Grant. À la même adresse que vous avez dans vos dossiers. Assurez-vous simplement que personne ne se présente en s'attendant à un mariage samedi, car il n'aura pas lieu. Après que Jennifer eut fini de bredouiller sur les contrats et les politiques, j'ai raccroché et j'ai immédiatement composé le numéro de l'hôtel pour notre lune de miel à Maui, car rien ne dit mieux, j'ai échappé belle, que d'annuler son escapade romantique au paradis. Où vous auriez passé une semaine à prétendre que tout allait bien pendant que votre nouvelle épouse envoyait probablement des SMS à Derek au sujet de leur incroyable séance pour tourner la page. Aloha, Grand Wailea Resort. Kelani à l'appareil. Bonjour, Kelani. Ici Marcus Grant. Je dois annuler ma réservation de lune de miel pour ce week-end. Oh non. Est-ce que tout va bien? Quelqu'un est tombé malade. J'ai failli rire. On pourrait dire ça. Ma fiancée a attrapé un cas grave de besoin de tourner la page avec son ex-petite amie. Donc, nous n'aurons pas besoin de cette suite avec vue sur l'océan, après tout. La pauvre Kelani ne savait pas quoi faire de cette information. Je suis vraiment désolé d'entendre ça, monsieur Grant. Laissez-moi vérifier votre politique d'annulation. Les 2 heures suivantes devinrent une masterclass en démolition de relations efficaces. J'ai appelé les fleuristes Bloom & Blossom et leur ai dit de garder leur rose hors de prix. Le DJ a été viré. Désolé, mon pote. Pas besoin de ta playlist romantique quand la mariée fait sa propre musique avec son ex. Le traiteur, Magnifice 1000, a probablement pensé que j'avais perdu la tête quand j'ai annulé leur dîner 5 services pour 150 personnes.
Mais honnêtement, la seule chose de magnifique dans cette situation était la façon spectaculaire dont tout s'effondrait. Chaque appel téléphonique me donnait l'impression de retirer un poids de mes épaules. Le photographe qui était censé capturer nos moments magiques, annulé. La société de transport avec le Rolls-Royce vintage de luxe parti. Le service de bar qui devait maintenir tout le monde suffisamment alcoolisé pour prétendre que c'était une bonne idée n'aura pas lieu. Même la stupide sculpture de glace de 2 signes que Brooke avait insisté pour avoir parce que c'était symbolique, a fondu avant même d'être sculpté. Le gâteau fut l'appel le plus difficile à passer. Non pas parce que j'étais ému, mais parce que Madame Henderson de la pâtisserie Sweet Dream y avait mis tout son cœur et son âme pour créer ce qu'elle appelait un chef-d'œuvre d'art de la crème au beurre. Elle travaillait sur notre monstre à 3 étages depuis des semaines, et je pouvais entendre son cœur se briser au téléphone quand je lui ai dit de le manger elle-même ou de le donner à un refuge pour sans-abri. Mais Marcus, mon cher, j'ai déjà poché toutes les roses. Les mariés en pâte à sucre sont parfaits. Êtes-vous sûr de ne pas pouvoir arranger ça? Madame Henderson, le marié en pâte à sucre est sur le point de se retrouver dans la même situation que le vrai, abandonné pour quelqu'un d'autre. Croyez-moi, c'est pour le mieux. Quand j'eus fini de passer mes appels, la batterie de mon téléphone était morte et ma conscience était étonnamment claire. Je venais de démanteler systématiquement ce qui était censé être le plus grand jour de ma vie. Et au lieu de me sentir dévasté, j'avais l'impression de m'être évadé de prison. C'est là que j'ai réalisé que je devais appeler Jordan Clark, mon témoin et la seule personne assez stupide pour accepter de se tenir à mes côtés pendant que je faisais la plus grosse erreur de ma vie. Jordan a répondu à la première sonnerie, s'attendant probablement à une logistique de dernière minute pour les garçons d'honneur. Yo, Marcus, s'il te plaît, dis-moi que tu n'appelles pas encore pour l'enterrement de vie de garçon. Je t'ai déjà dit que ce qui s'est passé à Vegas n'est certainement pas resté à Vegas. Et j'ai les photos pour le prouver. Jordan, dis-je, j'ai besoin que tu t'assoies. Mec, je suis au travail. Je ne peux pas m'asseoir comme ça. Jordan. Fais-moi confiance sur ce coup-là. J'ai entendu le grincement de sa chaise de bureau. D'accord, je suis assis. Tu commences à me faire flipper, mec. Qu'est-ce qui se passe? Au lieu d'expliquer, je lui ai transféré le texto de Brooke, celui qui avait déclenché tout ce beau désastre. Puis j'ai attendu, écoutant le son de Jordan lisant et traitant ce qui était probablement la communication prémaritale la plus audacieuse de l'histoire de l'humanité. Le silence s'est prolongé si longtemps que j'ai cru que l'appel avait été coupé. Puis, d'une voix qui semblait s'adresser à un petit enfant qui venait de manger de la peinture, Jordan a dit, « Elle a vraiment cru que tu dirais oui à ça. » Apparemment, je suis juste très mature et sûr de moi. Marcus, s'il te plaît, dis-moi que tu n'as pas vraiment dit oui à cette folie. Je lui ai dit de faire ce qu'elle avait à faire. Une autre pause. Et ensuite, j'ai tout annulé. Le mariage est annulé, Jordan. Complètement, totalement, à 100% annulé. Je pouvais presque entendre le sourire de Jordan à travers le téléphone. Putain de mec, tu l'as vraiment fait. Tu as tout débranché. J'ai besoin que tu appelles les garçons d'honneur. Dis-leur qu'ils peuvent rendre leur smoking et prévoir autre chose pour samedi. Le spectacle Marcus et Brooke a été définitivement annulé. C'est la meilleure nouvelle que j'ai entendue de toute l'année, a dit Jordan. Je veux dire, je suis désolé que tu traverses ça, mais mec, tu viens d'esquiver un missile nucléaire. J'appelle tout le monde tout de suite. Merci, mec. Je t'en dois une. Tu ne me dois rien. Tu viens de me donner la meilleure histoire que je raconterai jamais en soirée pour le reste de ma vie. Après avoir raccroché avec Jordan, j'ai emballé mes affaires de l'appartement que Brooke et moi partagions. C'était incroyable de voir à quel point ma vie réelle était peu liée à la sienne. Mes vêtements, mes livres, ma machine à café dont elle se plaignait toujours qu'elle était trop bruyante le matin, tout tenait dans 3 cartons et une valise. J'ai laissé la bague de fiançailles sur le comptoir de la cuisine avec un post-it qui disait « Pour tourner la page ». Puis j'ai franchi la porte et je n'ai jamais regardé en arrière. Ce soir-là, pendant que Brooke vivait sa meilleure vie de célibataire en ville, complètement inconsciente du fait que son mariage avait été systématiquement démantelé comme un château de cartes dans un ouragan, j'étais installé dans l'appartement de Jordan avec lui et sa petite amie, Rachel.
armé de suffisamment de snacks pour survivre à une petite apocalypse et du genre d'anticipation morbide que l'on réserve habituellement au visionnage de films catastrophes, l'appartement de Jordan était parfait pour ce genre d'opération. Un appartement d'angle avec d'immenses fenêtres donnant sur la ville, un canapé modulable pouvant accueillir confortablement une petite armée, et surtout, un excellent Wi-Fi pour surveiller la tempête qui approchait. Rachel était passée en mode coordinatrice d'événements, installant ce qu'elle appelait le « centre de contrôle » sur la table basse, ordinateur portable. Chargeur de téléphone, un bloc-notes pour suivre les développements, et assez de malbouffe pour nourrir une maison de fraternité pendant les examens. Soit ça va être la crise de nerfs la plus épique de l'histoire des réseaux sociaux, soit il ne se passera absolument rien et on aura tous l'air stupide, dit Rachel en disposant des sacs de pop-corn comme si elle se préparait pour un marathon de films. Mais honnêtement, d'après ce que tu nous as dit sur Brooke, je parie sur le crise de nerfs épique. Jordan vibrait pratiquement d'excitation. Mec, j'ai attendu quelque chose comme ça toute ma vie. Tu te souviens à l'université quand Sarah a découvert que Brad la trompait grâce à sa story Instagram? Ça va être 10 fois mieux. Je devais admettre que leur enthousiasme était contagieux. Après avoir passé des mois à marcher sur des œufs face aux exigences de mariage de plus en plus dramatiques de Brooke, ça faisait du bien d'être avec des gens qui appréciaient l'absurdité pure de ce qui se passait. De plus, j'avais déjà traversé le choc initial et la colère pendant ma frénésie d'annulation de prestataires. Maintenant, j'étais juste curieux de voir combien de temps il faudrait pour que la réalité frappe Brooke comme un train de marchandises transportant un chargement de ses propres mauvais choix de vie. Je n'arrive toujours pas à croire qu'elle t'ait vraiment envoyé ce texto, dit Rachel en secouant la tête. Jean, quel était le processus de pensée? Et chérie, je sais qu'on se marie dans 3 jours, mais je vais aller vite fait coucher avec mon ex pour des raisons émotionnelles. J'espère que ça te va. Le meilleur, ajouta Jordan, c'est qu'elle pensait que Marcus allait juste s'asseoir et l'accepter comme s'il était une sorte de paillasson qui serait reconnaissant qu'elle prenne la peine de l'informer de ses activités extrascolaires. Je m'étirai sur le canapé, me sentant plus détendu que je ne l'avais été depuis des semaines. Vous savez ce qui est drôle? Je pense qu'elle croyait sincèrement que ça ne me dérangerait pas Jean, dans sa tête, être mature et sûr de soi signifie laisser sa fiancée faire tout ce qu'elle veut sans conséquence. Ce n'est pas être mature, dit Rachel. C'est être une bonne poire. Il y a une différence entre être compréhensif et être un paillasson humain. Nous avions stratégiquement bloqué Brooke et toute sa noce de tous nos comptes de réseaux sociaux, mais Jordan avait gardé son téléphone ouvert pour surveiller la situation. Il avait mis en place tout un système, capture d'écran, enregistrement d'écran, tout le nécessaire. L'homme était mieux préparé qu'un correspondant de guerre se rendant dans une zone de combat. Alors, quel est le calendrier? Demanda Rachel en consultant son bloc-notes comme si elle planifiait une opération militaire. Quand penses-tu qu'elle va découvrir que le mariage a été annulé? J'ai regardé ma montre. L'enterrement de vie de jeune fille a commencé à 19h. Connaissant Brooke, elles passeront les premières heures à prendre des photos pour Instagram. À boire des cocktails hors de prix et à dire à quel point elle est bénie. Le système automatisé du lieu envoie les confirmations d'annulation à 21h30. Donc, termina Jordan, nous avons environ 1h30 de paix avant que l'enfer ne se déchaîne. En supposant qu'elle vérifie ses emails pendant la fête, souligna Rachel. Certaines personnes éteignent réellement leur téléphone lors d'événements spéciaux. Jordan et moi l'avons regardé comme si elle venait de suggérer que les gens pourraient arrêter de respirer pour le plaisir. Tu as déjà rencontré Brooke, n'est-ce pas, dit Jordan. La femme qui a tweeté en direct ses propres fiançailles? Elle ne va pas éteindre son téléphone, pour rien au monde. Il avait raison, bien sûr. Brooke était le genre de personne qui documentait chaque instant de sa vie comme si elle était candidate à la présidence et avait besoin de preuves de toutes ses activités. Sa story Instagram avait probablement plus de mises à jour qu'un fil d'actualité en continu lors d'une catastrophe naturelle. De plus, ajoutez-je, elle a spécifiquement demandé à être mise en copie de toutes les communications avec les fournisseurs. Elle voulait rester dans la boucle et s'assurer que rien ne se passait mal. Eh bien, félicitations, Brooke. Tu vas certainement rester dans la boucle. Nous nous sommes installés pour attendre, faisant des prédictions sur la façon dont la nuit se déroulerait. Rachel pensait que Brooke m'appellerait en premier, probablement en hurlant. Jordan pariait sur une crise de nerfs complète sur les réseaux sociaux, avec des publications de colère et des proclamations dramatiques.
Je penchais pour une intervention familiale à grande échelle, avec sa mère, Hélène, se présentant à la porte de Jordan pour exiger des explications. Ce que je ne comprends pas, dit Rachel en ouvrant un sac de chips, c'est pourquoi Derek a accepté ce plan. Genre, quel type pense que c'est une bonne idée de coucher avec la fiancée de quelqu'un d'autre 3 jours avant leur mariage? Le genre de type qui essaie de les faire rompre depuis des mois, répondit Jordan. Pensez-y. Il peut jouer l'ex-petit ami compréhensif tout en sabotant simultanément sa relation. C'est en fait assez brillant d'une manière complètement psychotique. Sauf qu'il n'avait pas compté sur le fait que Marcus est une colonne vertébrale, ai-je souligné. Tout son plan dépendait du fait que je sois trop pathétique pour faire quoi que ce soit. Leur plan, corrigea Rachel. N'oublie pas que Brooke était aussi dans le coup. Elle pensait probablement qu'elle pouvait avoir le beurre et l'argent du beurre, t'épouser pour la stabilité et garder Derek dans les parages pour la validation émotionnelle pathétique qu'elle obtient de lui. Plus nous en parlions, plus il devenait clair que toute cette situation couvait depuis des mois. Toutes ces fois où Derek apparaissait mystérieusement. Toutes ces conversations sur le fait de tourner la page et les sentiments non résolus. Tous ces moments où Brooke semblait distraite ou sur la défensive quand je posais des questions sur ses relations passées. Ce n'était pas de la paranoïa ou de l'insécurité de ma part. C'était de la reconnaissance de schéma. Vous savez quelle est la partie vraiment tordue, dis-je en attrapant une poignée de pop-corn. Si elle avait juste été honnête sur le fait qu'elle avait encore des sentiments pour Derek, nous aurions pu rompre comme des gens normaux. Au lieu de ça, elle a décidé de me faire marcher jusqu'au mariage comme si j'étais une sorte de plan de secours. C'est ce que font les narcissiques, dit Rachel, d'un ton neutre. Ils gardent les gens comme des options pendant qu'ils explorent d'autres opportunités. La bague de fiançailles n'était probablement qu'une assurance au cas où les choses ne marcheraient pas avec Derek. Le téléphone de Jordan vibra avec une notification, et nous nous sommes tous figés comme si nous avions été pris en train de faire quelque chose d'illégal. Il a vérifié l'écran et a souri. Ça commence. À exactement 21h23, le téléphone de Jordan s'est allumé comme un sapin de Noël en proie à un dysfonctionnement électrique. Nous étions assis là depuis plus de 2 heures, grignotant des snacks et faisant des prédictions de plus en plus ridicules sur la façon dont la soirée de Brooke allait imploser. Lorsque le système de mets automatisé du manoir Lakeside a décidé de lâcher sa petite bombe numérique en plein milieu de son enterrement de vie de jeune fille parfaitement organisée. Oh, ça y est, dit Jordan, les yeux rivés sur l'écran de son téléphone. La salle vient d'envoyer l'avis d'annulation. Rachel se pencha par-dessus son épaule, vibrant pratiquement d'anticipation. Est-ce qu'elle l'a déjà vu? Donne-lui 1 minute, dis-je, me sentant étrangement calme à ce sujet. Elle est probablement trop occupée à poser pour des photos pour vérifier ses emails immédiatement. J'avais raison, bien sûr. La story Instagram de Brooke se mettait à jour toutes les 15 minutes, comme sur des roulettes, depuis 19h. La progression était presque artistique dans sa prévisibilité. Des photos d'avant-fête où elle se préparait dans un peignoir en satin blanc qui coûtait probablement plus cher que le loyer de la plupart des gens. Des photos d'arrivée au bar sur le toit avec des t-shirts assortis, Bride Tribe, qui donnaient à tout le monde l'air de faire de la publicité pour une secte. Des photos de groupe avec des cocktails hors de prise accompagnés de cierges magiques, car apparemment, les boissons normales n'étaient pas assez extra pour cette foule. Sa demoiselle d'honneur, Gretchen Morrison, oui, la sœur de Derek, car apparemment toute cette situation avait besoin d'une couche supplémentaire de drame familial, avait tout documenté avec l'enthousiasme d'un correspondant de guerre couvrant la libération de Paris. La photo montrait 12 femmes dans diverses nuances de rose et de blanc, toutes souriant comme si elles venaient de gagner à la loterie, tandis que Brooke trônait au centre, portant un diadème qui semblait provenir d'une boîte de déguisement pour enfants. « Regardez ça », dit Jordan, nous montrant son écran. Publié il y a 20 minutes. Mes copines m'ont offert le diadème parfait parce que je suis littéralement une princesse ce soir. Plus que 3 jours avant de devenir Madame Grant. L'ironie était tout simplement parfaite. Puis, à 21h31, le ton des publications de Gretchen a pris un virage serré vers la panique. Est-ce que Marcus est avec vous ce soir? Brooke panique à propos de quelque chose et ne veut pas nous dire ce qui ne va pas. Et voilà, dit Rachel en frappant dans ses mains. Le moment où la réalité s'est écrasée sur le monde imaginaire. Ce qui s'est passé ensuite, c'était comme regarder un accident de voiture au ralenti,
si les accidents de voiture impliquaient des cocktails de créateurs et des femmes en t-shirt assortis au lieu de vrais véhicules. Jordan continuait de faire des captures d'écran alors que les mises à jour devenaient de plus en plus frénétiques. Les publications de Gretchen sont passées de confuses à inquiètes, puis à quasi hystériques en l'espace d'une dizaine de minutes. OMG, quelque chose ne va vraiment pas. Brooke vient de s'enfermer dans les toilettes et ne veut pas sortir. Elle pleure et crie que Marcus a tout gâché. Qu'est-ce qui se passe? La crise de nerfs dans les toilettes, observez-je. Un classique de Brooke. Chaque fois qu'elle ne peut pas contrôler une situation, elle se retire dans la pièce verrouillable la plus proche et pique une crise complète. Devrions-nous nous sentir mal à ce sujet? Demanda Rachel, bien que son ton suggère qu'elle ne se sentait pas particulièrement coupable. À propos de quoi? Du fait qu'elle affronte enfin les conséquences de ses propres actions? Non, ça va pour moi, répondis-je en prenant une autre poignée de pop-corn. Le vrai spectacle a commencé lorsque la mère de Brooke, Ellen Patterson, a commencé son assaut sur les boîtes vocales de tout le monde. Jordan a eu la brillante idée de mettre son téléphone sur haut-parleur pour que nous puissions tous profiter des messages de plus en plus délirants à mesure qu'ils arrivaient. Message 1, 21h47, Jordan, c'est Ellen Patterson. J'ai besoin que vous m'appeliez immédiatement. Il y a eu une sorte de malentendu concernant les arrangements du mariage, et je dois parler à Marcus tout de suite. Message 2, 21h52, Jordan, je ne sais pas à quel jeu puéril Marcus joue, mais il doit arrêter cette absurdité immédiatement. Il est en train de gâcher la vie de ma fille pour rien. Rappelez-moi. Message 3, 22h08, c'est absolument ridicule. Marcus est complètement déraisonnable et puéril. Nous avons 150 invités qui viennent de tout le pays. Et il fait une crise de colère comme un gamin pour y gâter. Nous le poursuivrons pour chaque centime de ses acomptes s'il ne règle pas ça immédiatement. Les menaces légales, nota Rachel. Pile à l'heure. Quand les narcissiques ne peuvent pas manipuler, ils passent toujours directement à l'intimidation. Sauf que tous les contrats sont à mon nom, ai-je souligné. Bonne chance pour me poursuivre pour avoir annulé mon propre mariage. Le message 4 fut celui où Hélène a vraiment montré ses vraies couleurs. Très bien. Si c'est comme ça qu'il veut jouer, nous ferons le mariage sans lui. Brooke mérite mieux qu'un petit garçon paranoïaque et peu sûr de lui qui ne peut pas supporter qu'une femme mûre tourne la page sur son passé. Oh, ça devient bon, dit Jordan en se frottant les mains comme s'il s'apprêtait à regarder son film préféré. Mais la vraie cerise sur le gâteau de ce désastre fut quand Derek lui-même décida de s'en mêler. À 22h23, il a eu l'audace d'envoyer un SMS directement à Jordan, comme s'ils étaient de vieux amis qui discutaient régulièrement de drames relationnels. Et mec, on peut parler? Tout ça devient incontrôlable. Brooke est hystérique, et je pense qu'il y a eu un malentendu. Peux-tu demander à Marcus de m'appeler? On a besoin d'avoir une conversation d'homme à homme à ce sujet. Jordan m'a regardé avec les sourcils levés. Tu veux que je réponde? Vas-y, dis-je, mais reste classe. Les doigts de Jordan volèrent sur son clavier. Mon gars, tu as littéralement dit au marié que tu allais dormir avec sa fiancée 3 jours avant le mariage. À quoi t'attendais-tu exactement? Qu'il t'envoie une corbeille de fruits et une carte de remerciement? La réponse revint presque immédiatement. Ce n'est pas comme ça. C'est compliqué. Brooke a des sentiments non résolus et elle avait besoin de tourner la page avant de pouvoir s'engager pleinement avec Marcus. J'essayais juste de l'aider à surmonter ses émotions. Oh, comme c'est noble de ta part, dit Rachel sarcastiquement. Quel acte de service désintéressé, coucher avec la fiancée de quelqu'un d'autre pour l'aider à surmonter ses sentiments. Jordan a retapé, mec, si tu veux briser un ménage, au moins assume-le. N'insulte pas l'intelligence de tout le monde en prétendant que tu le fais par bonté de cœur. Pendant ce temps, les mises à jour Instagram de l'enterrement de vie de jeune fille s'étaient complètement arrêtées. La dernière publication datait de 21h19, une photo de groupe de tout le monde trinquant au champagne, avec la légende « à de nouveaux commencements et à une vie heureuse ». L'horodatage la rendait encore plus parfaite. Elles avaient célébré jusqu'au moment où l'email d'annulation est arrivé. J'ai un peu pitié des autres filles, dit Rachel. Elles n'ont probablement aucune idée de ce qui se passe. Elles sont juste là pour célébrer le mariage de leur amie, et soudain, elles piquent une crise complète dans des toilettes. N'aie pas trop pitié,
répondis-je. La moitié d'entre elles gèrent les drames de Brooke depuis des années. Pour elles, c'est probablement juste un mardi comme un autre. À 22h45, les messages avaient cessé d'arriver. Soit le téléphone de Brooke était mort, soit elle l'avait jeté dans la rivière Chicago, soit quelqu'un l'avait physiquement empêché d'envoyer d'autres communications délirantes. Le silence était presque plus menaçant que le chaos ne l'avait été. « Tu penses que c'est fini ?» demanda Rachel. Jordan et moi nous sommes regardés et avons commencé à rire. « Oh, ce n'est même pas près d'être fini, dis-je. Ce n'est que le premier acte. Demain, ce sera le vrai spectacle. » Le jeudi matin est arrivé avec la subtilité d'un train de marchandises transportant une cargaison d'enfer frais, et Brooke en était apparemment la conductrice. Je me suis réveillé sur le canapé de Jordan avec 17 appels manqués, 43 textos, et ce qui ne peut être décrit que comme l'œuvre de fiction la plus créative que j'ai jamais vue postée sur les réseaux sociaux. Rachel était déjà debout, sirotant une tasse de café et fixant son écran d'ordinateur portable avec le genre de fascination habituellement réservé à l'observation des catastrophes naturelles. « Marcus, dit-elle sans lever les yeux, tu dois voir ça. Brooke vient de poster ce qui pourrait être la chose la plus délirante que j'ai jamais lue sur Facebook. » Je me suis traîné jusqu'à elle, encore dans les vêtements de la veille et avec l'impression d'avoir été heurté par un camion conduit par mes propres mauvais choix de vie. Sur l'écran de Rachel se trouvait une publication Facebook qui avait apparemment été mise en ligne à 6h47 du matin, parce que rien ne dit, état mental stable, comme de fabriquer des mensonges élaborés avant que la plupart des gens n'aient bu leur café du matin. C'est avec le cœur lourd, commençait la publication, que j'annonce que notre mariage a été reporté en raison des problèmes de santé mentale actuels de Marcus. Au cours des dernières semaines, Marcus est devenu de plus en plus paranoïaque et a porté de fausses accusations sur mes amitiés et mon passé. Bien que cela soit déchirant et dévastateur, je crois qu'il faut soutenir les gens que nous aimons dans leurs moments les plus sombres. Je m'engage à soutenir Marcus dans tout ce qu'il traverse, même si cela signifie retarder notre grand jour. S'il vous plaît, gardez-nous tous les deux dans vos pensées et vos prières pendant cette période difficile. L'amour triomphe de tout. Soutiens ton homme santé mentale importante, l'amour gagne. J'ai fixé l'écran pendant 30 bonnes secondes, mon cerveau essayant de traiter l'audace pure de ce que je lisais. Elle prétend en fait que je suis mentalement malade parce que je ne voulais pas qu'elle couche avec son ex-petite amie avant notre mariage. Ça devient encore meilleur, dit Jordan, sortant de la cuisine avec son propre café. Regarde les commentaires. Elle a tout un réseau de soutien de personnes qui pensent apparemment que tu es un psychopathe contrôlant. En effet, la publication avait déjà 47 j'aime et 23 commentaires, principalement de personnes que je n'avais jamais rencontrées offrant leurs pensées et prières, et louant Brooke pour être une femme forte et solidaire, pendant ma supposée dépression psychologique. Sa tante Diane avait commenté, « Tu es un ange de rester à ses côtés, ma chérie. » Certains hommes ne supportent tout simplement pas les femmes fortes. Sa colocataire d'université a ajouté, « La santé mentale est si importante. Tu fais ce qu'il faut en lui trouvant de l'aide. » C'est incroyable, dit Rachel en faisant défiler les réponses. Elle a en fait convaincu les gens que tu as annulé ton propre mariage parce que tu fais une dépression nerveuse, pas parce qu'elle t'a dit qu'elle allait te tromper. La meilleure défense, c'est l'attaque, dis-je, sentant une rage familière monter dans ma poitrine. On ne peut pas être le méchant si on se peint d'abord en victime. Mais voilà le truc avec Internet en 2025, les captures d'écran sont éternelles, et la vérité a une façon de refaire surface plus vite qu'un poisson mort dans un étang peu profond. J'ai sorti mon téléphone et j'ai ouvert Facebook pour la première fois depuis des mois, car parfois il faut combattre le feu par le feu, et Brooke venait d'apporter un lance-flamme à ce qui aurait dû être une conversation civile. Ma publication était simple, directe et incluait toutes les preuves. Pas de paranoïa, pas de dépression, pas de fausses accusations. Juste des faits. Ma fiancée m'a informé par SMS qu'elle passerait ces 2 dernières nuits avant notre mariage avec son ex-petite amie pour tourner la page. J'ai annulé notre mariage. C'est tout. C'est toute l'histoire. Puis j'ai joint une capture d'écran du message original de Brooke, avec l'heure et la date, suivie d'une autre capture d'écran de sa réponse me qualifiant de « mature et sûr de moi », pour avoir accepté de la laisser coucher avec Derek Morrison avant que nous échangions nos vœux. J'ai appuyé sur publier et je me suis assis pour regarder la démocratie en action. La réponse fut immédiate et absolument magnifique. En 5 minutes, ma publication avait plus de j'aime que celle de Brooke,
et les commentaires affluaient plus vite que je ne pouvais les lire. Brooke t'a dit QOI, de ma cousine Sarah. Putain de mec, tu as échappé belle, de mon pote d'université Mike. Cette femme est complètement folle, de la sœur de Rachel, que j'avais rencontrée une seule fois à un barbecue. Mais le vrai coup de grâce pour Brooke est venu d'une source inattendue. Le père de Derek, Robert Morrison, avait apparemment géré son propre drame familial et avait décidé de partager des informations qui ont complètement anéanti la crédibilité qu'il restait à Derek. Robert a posté sur sa propre page Facebook, et quelqu'un m'a identifié dessus en quelques minutes. Pour tous ceux qui suivent le drame avec mon fils Derek et le mariage annulé Patterson-Grant, je me sens obligé de partager certains faits. Derek a menti à tout le monde, y compris à la famille Patterson, en prétendant avoir un cancer. Est l'urgence médicale qui les a supposément réunis, Brooke et lui? Une pure invention. Il a utilisé ce mensonge pour manipuler les gens pendant des mois. Je l'ai découvert hier quand j'ai appelé son oncologue pour offrir mon soutien. Il n'y a pas d'oncologue. Il n'y a pas de cancer. Il n'y a pas de crise médicale. Il y a juste mon fils qui est un manipulateur de première, et j'en ai fini de le couvrir. La publication incluait des photos d'un tournoi de golf auquel Derek avait participé le week-end précédent, l'air en parfaite santé et célébrant son trop-un avec une bière qui n'était certainement pas prescrite par un cancérologue. Oh mon Dieu, dit Rachel en lisant par-dessus mon épaule. Derek a simulé un cancer pour obtenir la sympathie de Brooke, et maintenant son propre père le dénonce sur les réseaux sociaux, ajouta Jordan. Ça ne cesse de s'améliorer. En moins d'une heure, tout le récit s'était inversé. La publication de Brooke était partagée et moquée dans plusieurs groupes d'amis, avec des gens commentant des choses comme « Tu pensais vraiment que personne n'allait vérifier les faits ?» et « Ma belle, les captures d'écran ne mentent pas. » Quelqu'un avait même créé une comparaison côte à côte de sa publication et de mes captures d'écran avec la légende « Quand la réalité te rattrape ». Le meilleur, c'était de voir Brooke essayer de limiter les dégâts en temps réel. Elle a commencé par supprimer les commentaires qui ne soutenaient pas son récit, puis a supprimé toute la publication lorsque les réponses négatives ont dépassé les réponses de soutien. Ensuite, elle a reposté, affirmant cette fois que son compte avait été piraté et que quelqu'un répandait des mensonges à son sujet, mais Internet avait déjà fait son travail. Des captures d'écran de sa publication originale circulaient avec ma réponse et la révélation du cancer par le père de Derek. Toute l'histoire se propageait plus vite qu'une rumeur dans un salon de coiffure de petite ville, et il n'y avait absolument rien que Brooke puisse faire pour l'arrêter. Sa deuxième publication a duré environ 20 minutes avant qu'elle ne la supprime aussi. Puis sa troisième publication, un essai décousu sur la masculinité toxique et l'abus émotionnel, a disparu après 30 minutes. À midi, elle avait complètement abandonné Facebook et rendu son compte Instagram privé. Mais le mal était déjà fait. Mon téléphone n'arrêtait pas de vibrer avec des messages d'amis, de membres de la famille, et même de personnes que je connaissais à peine, tous exprimant leur choc et leur soutien. Je ne l'ai jamais aimée de toute façon, m'a texté ma sœur. Elle a toujours semblé fausse. Ma mère a appelé pour s'assurer que j'allais bien et pour me dire qu'elle avait déjà raconté à tout le monde dans son club de lecture ce qui s'était passé. Le meilleur message est venu de ma grand-mère, bon débarras. Viens dîner dimanche et je te ferai ton rôti préféré. Tu vaux mieux que cette traînée. Il faut aimer l'approche sans détour de grand-mère en matière de conseils relationnels. Le jeudi soir dans l'appartement de Jordan, c'était comme être dans une forteresse assiégée, sauf qu'au lieu d'armée médiévale. Nous avions affaire à une foule en colère d'invités au mariage qui pensaient apparemment que se présenter à l'improviste était une réponse tout à fait raisonnable à l'annulation de leur plan pour le samedi. J'étais affalé sur le canapé, commençant enfin à me détendre après avoir vu la réputation de Brooke se faire absolument démolir sur les réseaux sociaux toute la journée, quand la sonnette ring de Jordan a commencé à devenir complètement folle. « C'est quoi ce bordel ?» dit Jordan en regardant son téléphone. « Quelqu'un est à la porte. » La vidéo montrait ce qui ne peut être décrit que comme le groupe de guerre le plus pathétique jamais assemblé. En tête de la charge se trouvait Helen Patterson, la mère de Brooke, habillée comme si elle se rendait à une réunion du conseil d'administration d'un country club plutôt qu'à une intervention. Derrière elle se tenait Roger, le père de Brooke, l'air de préférer être littéralement n'importe où ailleurs sur Terre. Gretchen était là aussi, portant toujours son t-shirt, Breed Tribe, de la veille, ce qui était soit du dévouement, soit une incapacité totale à lire la situation. Et en queue de peloton, comme l'invité surprise le plus indésirable du monde,
se trouvait Derek Morrison lui-même. Mais la vraie star de ce spectacle était Brooke, au premier plan, portant toujours son diadème d'enterrement de vie de jeune fille. Parce qu'apparemment, les accessoires sont la chose la plus importante lorsque vous piquez une crise de nerfs en public. C'est vraiment en train de se produire, murmura Rachel en regardant l'écran du téléphone par-dessus l'épaule de Jordan. Ils ont vraiment formé un groupe et sont venus ici. La sonnette retentit de nouveau, suivie de coups agressifs qui donnaient l'impression qu'Hélène essayait d'enfoncer la porte avec ses poings parfaitement manucurés. Jordan appuya sur le bouton de l'interphone de son téléphone, et soudain nous pouvions entendre le cirque qui se déroulait dans son couloir. Jordan Clark, je sais que vous êtes là. La voix d'Hélène passa par le haut-parleur, stridente et exigeante. Nous devons parler à Marcus immédiatement. Ça a assez duré. Madame, c'est une résidence privée, répondit Jordan via l'interphone, sa voix parfaitement calme et professionnelle. Vous devez partir. N'osez pas me dire madame, jeune homme, rétorqua Hélène. Avez-vous la moindre idée de ce que votre ami a fait? Nous avons 150 invités qui viennent de tout le pays pour un mariage qui est censé avoir lieu dans 2 jours. Roger s'avança, l'air de vouloir négocier une prise d'otage. Jordan, s'il vous plaît. Nous voulons juste parler. Tout ça est devenu complètement incontrôlable. Peut-être qu'on peut trouver un arrangement. Trouver un arrangement, dis-je à Jordan. On négocie quoi? Une fusion d'entreprises. À travers le haut-parleur, nous pouvions entendre la voix de Brooke, aiguë et hystérique. Marcus est complètement déraisonnable. Tout ce que je voulais, c'était tourner la page. Je n'allais rien faire avec Derek. Alors pourquoi as-tu demandé à passer 2 nuits avec lui, demanda Jordan via l'interphone, et je devais lui reconnaître le mérite d'aller droit au cœur du problème. C'est là que Derek décida d'intervenir, car apparemment, cette situation n'était pas déjà assez ridicule. Écoute mec, je crois qu'il y a eu un malentendu. On peut juste en parler? D'homme à homme. Je sais ce que ça a l'air, mais ce n'est pas ce que tu penses. Jordan me regarda avec les sourcils levés. Je secouai la tête et fis un geste de gorge tranchée. Pas question que j'aie une conversation, d'homme à homme, avec le type qui avait comploté pour coucher avec ma fiancée en prétendant avoir un cancer. Derek, dit Jordan dans l'interphone, tu es littéralement la dernière personne qui devrait lui parler en ce moment. Tu as dit au marié que tu allais dormir avec sa fiancée. À quoi t'attendais-tu exactement? Ce n'est pas comme ça, protesta Derek. Nous avons une histoire. Elle avait besoin de traiter ses sentiments avant de pouvoir s'engager pleinement avec quelqu'un d'autre. Par traiter, tu veux dire coucher avec elle, lança Rachel, assez fort pour que l'interphone le capte. Fais ça. La voix de Gretchen rejoignit le chœur. Tout ça n'est qu'un grand malentendu. Brooke aime Marcus. Elle a toujours aimé Marcus. Derek l'aidait juste à surmonter des émotions non résolues. Émotions non résolues, répétai-je. C'est comme ça qu'on appelle ça maintenant? La conversation continua pendant encore 10 minutes, avec Hélène faisant des demandes et des menaces de plus en plus ridicules. Elle voulait que je descende pour discuter de ça comme des adultes. Elle voulait que Jordan arrête d'encourager le comportement puéril de Marcus. Elle voulait que le mariage ait lieu comme prévu parce que trop d'argent a déjà été dépensé, et que penseraient les gens? La meilleure partie fut quand elle recommença avec les menaces légales. Nous vous poursuivrons pour détresse émotionnelle. Nous vous poursuivrons pour les acomptes. Nous vous poursuivrons pour tout ce que vous valez. Madame, répondit Jordan, vous ne pouvez pas poursuivre quelqu'un pour avoir annulé son propre mariage. De plus, je suis assez sûr que la détresse émotionnelle exige de prouver que la personne a réellement causé la détresse, pas seulement qu'elle y a répondu de manière appropriée. C'est là que Brooke a complètement perdu les pédales. À travers l'interphone, nous pouvions l'entendre crier à plein poumon. C'est de la folie. Je rendais service à Marcus en l'épousant. Il devrait être reconnaissant que quelqu'un comme moi ait même voulu être avec quelqu'un comme lui. Et voilà, dit Rachel doucement. La vérité éclate enfin. J'aurais pu avoir n'importe qui, continua Brooke. Derek me supplie de revenir avec lui depuis des années. J'ai choisi Marcus parce que je pensais qu'il était stable et sûr de lui, mais il est tout aussi fou et jaloux que tous les autres mecs avec qui je suis sorti. Waouh, dis-je.
Elle se vend vraiment comme un sacré parti, là. La voix de Roger se fit entendre ensuite, et pour la première fois, il semblait sincèrement embarrassé. Brooke, ma chérie, peut-être qu'on devrait rentrer à la maison et parler de ça en privé. Non, hurla-t-elle. Je ne pars pas tant que Marcus ne sera pas descendu pour s'expliquer. Il me doit bien ça. En fait, dit Jordan via l'interphone, il ne te doit rien du tout. Mais je vais te dire, la sécurité est en train de monter, alors tu ferais mieux de commencer à te diriger vers l'ascenseur. Ce n'était pas vraiment vrai, mais ça a eu l'effet désiré. Nous pouvions entendre Hélène bafouiller d'indignation et Roger essayer de convaincre tout le monde de partir avant que les choses n'empirent. Gretchen se disputait avec Derek pour savoir s'il devait attendre la sécurité ou simplement partir. Et pendant tout ce temps, Brooke criait encore à quel point tout était injuste. Le coup de grâce est venu lorsque Derek a tenté un dernier appel désespéré. Marcus, si tu m'écoutes, donne-moi juste 5 minutes pour t'expliquer. Tout ça a pris des proportions démesurées. Brooke et moi avons une connexion qui remonte à des années, et elle avait besoin d'explorer ça avant de pouvoir s'engager pleinement avec toi. J'essayais juste de l'aider à être sûr de sa décision. La réponse de Jordan fut absolument parfaite. Mec, tu viens d'admettre que tu essayais de voler la fiancée d'un autre homme, filmé par une caméra, devant l'immeuble de son ami à 22 heures, en portant les vêtements de la veille. Il est peut-être temps de réévaluer tes choix de vie. En 5 minutes, la sécurité de l'immeuble est effectivement arrivée, et nous avons regardé via la caméra Ring comment tout ce groupe pathétique était escorté vers les ascenseurs. Les derniers mots de Brooke, criés par-dessus son épaule alors qu'il disparaissait de notre vue, furent « Tu regretteras ça toute ta vie, Marcus. Tu fais la plus grosse erreur de ta vie. » D'une certaine manière, dis-je en me réinstallant sur le canapé, j'en doute. Vendredi est arrivé avec toute la pompe et la cérémonie d'une marche funèbre, ce qui était assez approprié étant donné que nous étions censés avoir notre dîner de répétition à Lockwood Country Club ce soir-là. Au lieu de répéter les vœux de mariage et de trinquer à notre futur bonheur, j'étais assis dans la cuisine de Jordan, mangeant des restes de plats chinois à emporter et regardant le monde de Brooke continuer à imploser de manière spectaculaire. La journée a commencé assez calmement. Trop calmement, en fait. Après l'invasion de la sonnette de jeudi soir, je m'attendais à une sorte d'escalade, mais mon téléphone était resté étonnamment silencieux toute la matinée. Pas de texto de colère, pas de messages vocaux d'Hélène menaçant de poursuites judiciaires, pas de publications sur les réseaux sociaux prétendant que j'avais été possédé par des démons ou enlevé par des extraterrestres. C'était presque troublant. C'est le calme avant la tempête, dit Rachel, sirotant son café et faisant défiler son téléphone. Brooke n'est pas du genre à abandonner et à accepter la défaite. Elle prépare quelque chose. Elle avait raison, bien sûr. À 14h30 précise, mon téléphone a sonné avec un appel de Lockwood Country Club. J'ai reconnu le numéro car je les avais appelés mercredi pour annuler notre réservation de dîner de répétition ainsi que tout le reste de notre itinéraire du week-end de mariage. Monsieur Grant, ici Patricia de Lockwood Country Club, dit la voix, semblant énervée et confuse. Je vous appelle car nous avons une situation ici et j'ai besoin de vérifier quelques informations avec vous. Quel genre de situation, demandai-je, bien que j'ai une assez bonne idée de la direction que cela prenait. Eh bien, monsieur, nous avons une femme ici qui prétend être votre fiancée, et elle insiste sur le fait que votre dîner de répétition a toujours lieu ce soir. Elle est avec une femme plus âgée qui dit être la mère de la mariée, et elles exigent que nous honorions votre réservation. Elles disent qu'il y a eu une sorte de malentendu au sujet de l'annulation. Je pouvais entendre des cris en arrière-plan, et la voix de Patricia baissa jusqu'à un murmure. Monsieur Grant, je dois vous demander, avez-vous réellement annulé cette réservation, ou y a-t-il eu une sorte d'erreur? Je l'ai absolument annulée, dis-je. Mercredi après-midi, vers 15h. J'ai parlé à une certaine Jennifer, je crois. La réservation a été complètement annulée, et on m'a dit qu'il y aurait des frais d'annulation. C'est ce que montrent nos dossiers, confirma Patricia. Mais ces femmes insistent sur le fait que c'est une erreur et elles font toute une scène. La femme plus âgée demande à parler au directeur et menace de tout facturer sur votre carte de crédit. Ma carte de crédit? J'ai ri. Patricia, j'ai besoin que vous compreniez quelque chose très clairement. Je ne me marie pas demain. Il n'y a pas de mariage. Il n'y a pas de dîner de répétition.
Ces femmes ne sont pas autorisées à utiliser ma carte de crédit pour quoi que ce soit. Et si elles essaient, c'est de la fraude. Comprenez-vous? Oui, monsieur. Je comprends parfaitement. Dois-je appeler la sécurité? Au téléphone, j'entendais la voix d'Hélène devenir plus forte et plus indignée. C'est absolument ridicule. Nous planifions cet événement depuis des mois. Vous ne pouvez pas traiter des clients payants de cette façon. Patricia, dis-je, oui, s'il vous plaît, appelez la sécurité. Et si elle refuse de partir, appelez la police. Je veux que ce soit documenté au cas où elles essaieraient de faire d'autres coups. 20 minutes plus tard, Patricia m'a rappelé. Monsieur Grant, je voulais faire le suivi. Nous avons dû appeler la police pour les escorter hors de la propriété. La jeune femme est devenue assez agressive lorsque nous avons expliqué que la réservation était annulée, et la femme plus âgée a en fait essayé de pousser physiquement notre hôtesse pour se rendre à la salle à manger privée. Vous êtes sérieuse? Malheureusement, oui. Le rapport de police est en cours de rédaction pour violation de propriété et tentative de fraude. Elles ont essayé de nous forcer à débiter votre carte pour des services que vous aviez déjà annulés. L'officier a dit que ce genre de choses arrive plus souvent qu'on ne le pense avec les mariages annulés. J'ai remercié Patricia et j'ai raccroché, ressentant un étrange mélange de justification et d'embarras par procuration. À quel point faut-il être désespéré pour se présenter à un lieu que l'on sait avoir été annulé et essayer de les forcer à honorer une réservation qui n'existe pas? Mais le vrai divertissement est venu plus tard dans l'après-midi lorsque mon téléphone a de nouveau sonné, cette fois d'un numéro que je ne reconnaissais pas. J'ai failli ne pas répondre, mais la curiosité l'a emporté. Marcus? La voix était hésitante, embarrassée. C'est Roger. Roger Patterson. Le père de Brooke. L'homme qui avait l'air de vouloir disparaître dans le sol lors de l'invasion de l'appartement jeudi soir. Salut, Roger, dis-je, sincèrement curieux de ce qu'il pouvait bien vouloir discuter. Écoute, mon garçon, dit-il, et je pouvais entendre l'épuisement dans sa voix. Je dois te demander quelque chose, et je veux que tu sois complètement honnête avec moi. Est-ce vraiment ce que tu veux? Est-ce comme ça que tu veux que tout ça se termine? Pendant un moment, j'ai presque eu pitié de lui. Roger m'avait toujours semblé être un type bien, coincé au milieu des drames de sa femme et de sa fille. Mais je me suis alors rappelé pourquoi nous avions cette conversation en premier lieu. Roger, as-tu vu le texto de Brooke? Celui où elle me disait qu'elle allait passer 2 nuits avec son ex-petite amie avant notre mariage. Silence à l'autre bout du fil. Parce que j'ai des captures d'écran si tu veux les voir, continuai-je, ainsi que sa réponse me qualifiant de mature et sûr de moi ou pour l'avoir laissé faire. Plus de silence. Et savais-tu que Derek a menti en disant qu'il avait un cancer? Que toute l'urgence médicale qui les a réunis était complètement fausse? Un long soupir. Ouais, j'ai vu la publication de Robert hier sur le faux cancer de Derek. Alors, sachant tout ça, demandai-je, penses-tu vraiment que je devrais épouser ta fille demain? La pause s'est prolongée si longtemps que j'ai cru que l'appel avait été coupé. Finalement, Roger a repris la parole, sa voix à peine plus qu'un murmure. Non. Non, je suppose que je ne voudrais pas que mon fils épouse quelqu'un qui lui a fait ça. J'apprécie ton honnêteté, Roger. Vraiment. Marcus? Pour ce que ça vaut, je suis désolé. Je savais qu'Hélène encourageait toute cette histoire de tourner la page avec Derek. Elle pensait qu'il avait de l'argent, pensait que Brooke pouvait peut-être trouver mieux. J'aurais dû dire quelque chose, mais... Il s'est interrompu. Mais quoi? Mais ça fait 2 ans que je pense au divorce, et je ne voulais pas faire de vagues avant le mariage. Je suppose que ça n'a plus d'importance maintenant. Putain de les parents de Brooke allaient divorcer aussi? Cette journée ne cessait de s'améliorer. Je suis désolé d'entendre ça, Roger, mais peut-être que c'est pour le mieux. Pour tout le monde. Ouais, dit-il tristement. Peut-être bien. Prends soin de toi, Marcus. Tu es un bon gamin, et tu mérites mieux que ce cirque. Après qu'il ait raccroché, je suis resté assis là, à regarder mon téléphone, essayant de digérer tout ce qui s'était passé. En l'espace de 3 jours, j'avais annulé mon mariage, vu mon ex-fiancé piquer de multiples crises de nerfs en public,
était menacé de poursuites judiciaires. Vu ma santé mentale remise en question sur les réseaux sociaux, était envahi par des parents en colère, et maintenant j'apprenais que mes quasi-beaux-parents se séparaient aussi. Et d'une manière ou d'une autre, malgré tout le chaos et le drame, je me sentais mieux que je ne l'avais été depuis des mois. « Tout va bien ?» demanda Jordan en entrant dans la cuisine. « Ouais » dis-je, me surprenant moi-même de la sincérité de mes paroles. « En fait, tout va plutôt bien. » Vendredi soir devait être notre dîner de répétition. Au lieu de ça, j'étais assis dans le salon de Jordan à manger de la pizza et à regarder ce qui ne peut être décrit que comme la crise de nerfs la plus spectaculaire de l'histoire des réseaux sociaux se dérouler en temps réel sur Instagram Live. Si quelqu'un m'avait dit il y a une semaine que je passerais la nuit avant mon mariage à regarder mon ex-fiancé avoir une dépression psychologique complète sur Internet, je lui aurais recommandé de consulter un professionnel. Mais nous y voilà, vivant dans une chronologie où rien n'a de sens et où tout est à la fois horrible et hilarant. Ça a commencé vers 21h. Rachel a été la première à le remarquer, agitant frénétiquement son téléphone vers nous depuis l'autre bout de la pièce. « Oh mon Dieu, les gars ! Brooke vient de lancer un direct sur Instagram et elle est saoule. Très, très saoule. » Nous nous sommes tous les trois regroupés autour du téléphone de Rachel comme si nous regardions le dernier épisode de notre série télévisée préférée. La qualité de la vidéo était tremblante, clairement filmée avec un téléphone qui n'était pas tenu fermement, et l'éclairage était terrible. Mais il y avait Brooke, assise sur ce qui était de toute évidence le canapé de Derek. J'ai reconnu cette horrible œuvre d'art abstrait sur le mur derrière elle grâce à ses publications sur les réseaux sociaux. Portant son diadème d'enterrement de vie de jeune fille et tenant un verre de vin qui n'était certainement pas son premier de la soirée. « Salut tout le monde », bafouilla-t-elle dans la caméra, son maquillage était maculé et ses cheveux avaient l'air d'avoir passé des heures à y passer les mains. Je voulais faire un direct ce soir pour vous dire toute la vérité sur ce qui se passe réellement avec mon mariage demain. « Oh, ça va être bon », dit Jordan, s'installant avec sa propre part de pizza. Marcus Grant, continua-t-elle, prononçant mon nom comme s'il avait mauvais goût, a complètement ruiné ma vie. Tout ce que je voulais, c'était tourner la page avec quelqu'un qui comptait beaucoup pour moi, et il en a fait toute une histoire. Genre, littéralement tout ce que je voulais, c'était passer quelques nuits avec Derek pour m'assurer que je prenais la bonne décision en me mariant, et Marcus a complètement pété un câble. La section des commentaires était déjà en folie. Je pouvais les voir défiler. La plupart n'étaient pas favorables. « Ma belle, qu'est-ce que tu racontes en ce moment? Tu es sérieusement en train d'admettre que tu as trompé? C'est pour ça qu'il t'a quitté. » Mais Brooke était soit trop saoule, soit trop délirante pour le remarquer. Elle a continué, creusant son trou plus profondément à chaque mot. Les gens n'arrêtent pas de faire comme si j'avais fait quelque chose de mal, mais j'essayais d'être honnête. J'aurais pu le faire dans le dos de Marcus. Mais je lui ai dit ce que je faisais parce que je pensais qu'il était assez mature pour comprendre. Je pensais qu'il était assez sûr de notre relation pour me laisser tourner la page sur mon passé. La laisser tourner la page sur son passé, répéta Rachel, tout en portant sa bague de fiançailles. Le désastre a continué pendant encore 10 minutes, Brooke alternant entre pleurs et diatribes sur l'injustice de la situation. Elle a raconté que Derek était l'amour de sa vie, mais qu'elle avait choisi Marcus parce qu'il était stable et fiable. Elle s'est plainte d'avoir dû annuler tous ses plans de mariage et de l'embarras que c'était de dire aux gens que le mariage était annulé. J'aurais pu avoir n'importe qui, dit-elle en prenant une autre gorgée de vin. Derek me voulait de retour depuis des années. Il m'a dit qu'il ferait n'importe quoi pour être de nouveau avec moi, et j'ai choisi Marcus parce que je pensais qu'on pourrait construire une belle vie ensemble. Mais il est tout aussi jaloux et peu sûr de lui que tous les autres mecs avec qui je suis sorti. Les commentaires étaient brutaux. Donc tu t'es contenté de lui. Tu es littéralement chez Derek en ce moment. C'est la pire vidéo d'excuses de tous les temps. Mais la meilleure partie, de loin, est arrivée lorsque Derek lui-même est apparu en arrière-plan de la vidéo. On pouvait le voir dans la cuisine, faisant des gestes frénétiques pour que Brooke arrête de parler, mais elle était complètement inconsciente. Les commentaires l'ont immédiatement remarqué. C'est Derek derrière toi. Ma belle, tu es littéralement en train de prouver ce qu'il dit. C'est là que Brooke a vraiment perdu la tête. Quelqu'un dans les commentaires a demandé pourquoi elle était à l'appartement de Derek si tout ça n'était qu'une question de « tourner la page », et elle a complètement craqué. « Parce que Marcus m'a mise à la porte », a-t-elle crié au téléphone.
Il a emballé toutes ses affaires et m'a laissé sans rien. Il a annulé notre bail d'appartement et je n'avais nulle part où aller. Derek est la seule personne qui se soucie vraiment de moi et me soutient dans tout ça. Attends, dis-je, m'arrêtant avec un morceau de pizza à mi-chemin de ma bouche. Elle dit aux gens que je l'ai mise à la porte? Je suis parti. Elle a gardé l'appartement. Les faits n'ont pas d'importance quand on pique une crise de nerfs en direct sur Instagram, a souligné Rachel. La vidéo n'a fait qu'empirer. Brooke s'est remise à pleurer, le mascara coulant sur son visage, parlant de tout ce qu'elle avait abandonné pour notre relation et à quel point j'étais ingrat. Elle a affirmé avoir refusé des opportunités d'emploi et déménagé à Chicago juste pour être avec moi, ce qui était intéressant puisqu'elle vivait déjà ici quand nous nous sommes rencontrés et n'avait jamais mentionné d'opportunité d'emploi ailleurs. Puis Derek a fait sa grosse erreur. Il a essayé d'intervenir, entrant dans le champ et tendant la main vers le téléphone de Brooke. « Chérie, tu devrais peut-être arrêter. Tu ne fais qu'empirer les choses. » « Chérie » répéta Jordan. Il vient de l'appeler chérie dans sa vidéo en direct. La section des commentaires a explosé. Il vient de t'appeler chérie. Tu es littéralement avec ton ex en ce moment. C'est pour ça que Marcus t'a quitté. Tu prouves tout ce qu'il a dit. Mais Brooke était trop loin pour s'en soucier. Elle a tourné la caméra vers Derek, qui ressemblait à un cerf pris dans les phares. Voici Derek, a-t-elle annoncé. L'homme qui m'aime et me soutient inconditionnellement. Contrairement à certaines personnes qui s'enfuient à la minute où les choses se compliquent. Le visage de Derek est devenu blanc. Brooke, éteins le téléphone, s'il te plaît. Non, dit-elle en retournant la caméra vers elle. Je veux que tout le monde sache la vérité. Marcus est un lâche qui ne pouvait pas supporter d'être avec une vraie femme qui a un passé. Derek me comprend. Derek m'accepte pour qui je suis. Tout a dégénéré à partir de là. Derek n'arrêtait pas d'essayer de convaincre Brooke de terminer la vidéo tandis qu'elle devenait de plus en plus agressive et sur la défensive. À un moment donné, elle a même commencé à lire les commentaires négatifs à haute voix et à y répondre, ce qui n'a fait qu'empirer les choses. Tu es littéralement en train de le tromper en ce moment, a-t-elle lu. Je ne trompe personne. Je suis célibataire. Marcus a rompu avec moi, vous vous souvenez? Je peux faire ce que je veux. C'est tellement embarrassant, ma belle, arrête de parler, a-t-elle continué. Pourquoi devrais-je arrêter de parler? Tout le monde veut me juger, mais personne ne veut entendre ma version de l'histoire. Le coup de grâce est venu lorsque quelqu'un dans les commentaires a souligné que les murs de l'appartement de Derek étaient visibles derrière elle et qu'ils avaient déjà vu son adresse postée sur les réseaux sociaux. Tu es chez Derek le soir de ce qui aurait dû être ton dîner de répétition, lisait le commentaire. La réponse de Brooke fut de balayer la pièce avec la caméra, montrant ses meubles affreux et l'œuvre d'art abstrait épouvantable. Ouais, je suis chez Derek. Et alors? Au moins, quelqu'un veut de moi ici. La vidéo s'est finalement terminée lorsque Derek lui a physiquement pris le téléphone, mais pas avant qu'elle ait réussi à bredouiller un dernier message. Marcus Grant, si tu regardes ça, tu vas regretter de m'avoir quitté pour le reste de ta vie pathétique. Le silence dans le salon de Jordan était assourdissant. Eh bien, dit finalement Rachel, c'est arrivé. Est-ce qu'elle vient de tout avouer en direct, demandai-je. Et bien plus encore, répondit Jordan. Je ne pense pas qu'elle aurait pu se faire passer pour pire, même en essayant. Au moment où nous sommes allés nous coucher, la vidéo avait été enregistrée et partagée sur plusieurs plateformes. Quelle que soit la réputation qu'il restait à Brooke, elle était officiellement partie en fumée. Le samedi matin s'est levé, vif et clair, le genre de journée d'automne parfaite dont les organisateurs de mariage rêvent et pour laquelle les mariés passent des mois à prier. Ironiquement, c'était un temps absolument magnifique pour un mariage qui n'allait jamais avoir lieu. Au lieu de me réveiller dans une suite d'hôtels hors de prix, entouré de garçons d'honneur faisant de mauvaises blagues et buvant des mimosas pour calmer les nerfs d'avant-mariage. J'étais assis sur la terrasse d'un complexe hôtelier de montagne à 2 heures de Chicago, respirant l'air frais des pins et me sentant plus en paix que je ne l'avais été depuis des mois. J'avais conduit jusqu'au Pine Ridge Lodge vendredi soir après la spectaculaire crise de nerfs de Brooke sur Instagram Live, ayant besoin de m'éloigner le plus possible du drame de Chicago. Le complexe était l'un de ces endroits où les gens vont pour se déconnecter de la réalité. Pas de réseau cellulaire à moins d'être près du pavillon principal,
des sentiers de randonnée qui vous font oublier que la civilisation existe, et une atmosphère générale de « vos problèmes ne peuvent pas vous trouver ici ». C'était exactement ce dont j'avais besoin pendant que mon ancienne vie implosait dans la ville. Mon téléphone, que j'avais laissé en charge dans la chambre, était resté miséricordieusement silencieux toute la matinée. La beauté d'être au milieu de nulle part était que, quel que soit le nouvel enfer que Brooke et son cirque créaient, il ne pouvait pas m'atteindre tant que je n'étais pas prêt à y faire face. Je sirotais un café et regardais un aigle tournoyer au-dessus du lac quand j'ai finalement décidé de vérifier mes messages vers midi. Putain de merde. Apparemment, pendant que je profitais de ma retraite paisible à la montagne, le chaos absolu avait éclaté au manoir Lakeside. Malgré l'annulation de tout il y a 3 jours, malgré la confirmation de l'annulation par la salle, malgré le fait que plusieurs personnes aient été informées qu'il n'y avait pas de mariage, d'une manière ou d'une autre. 30 personnes s'étaient quand même présentées en tenue de mariage complète, s'attendant à me voir jurer mon amour éternel à une femme qui avait probablement la gueule de bois dans l'appartement de son ex-petite amie. Les messages de Jordan dépeignaient une image si absurde qu'elle aurait pu être un sketch du Saturday Night Live. Brooke et Hélène avaient apparemment dit à certains membres de la famille que le mariage était, juste reporté, pas annulé, et que tout s'arrangerait d'ici samedi. Elles avaient convaincu la grand-mère de Brooke, ses tantes et oncles, une poignée de cousins, et même certains de ses amis d'université de se présenter quand même parce que Marcus reviendrait à la raison. Mais c'est là que ça devenait vraiment bon. Le manoir Lakeside, étant un lieu populaire, avait réservé un autre événement à notre place, un séminaire d'entreprise pour une société de technologie célébrant ses résultats trimestriels. Ainsi, lorsque les proches de Brooke se sont présentés en s'attendant à trouver une cérémonie de mariage, ils sont entrés dans une salle pleine d'ingénieurs en logiciels portant des polos assortis et discutant des métriques d'acquisition de clients. « Mec », avait texté Jordan, « tu devrais voir les photos que Rachel reçoit de son ami qui travaille à la salle. » La grand-mère de Brooke est arrivée dans une robe violette longue jusqu'au sol et un bibi. Exigeant de savoir où était le cortège nuptial. Pendant ce temps, il y a un type en pantalon kaki qui fait une présentation PowerPoint sur l'engagement des utilisateurs en arrière-plan. C'est surréaliste. Le personnel de la salle, que Dieu les bénisse, avait essayé d'expliquer qu'il n'y avait pas de mariage prévu, mais Hélène était apparemment passée en mode « Karen », complet, exigeant de parler au directeur et menaçant de poursuivre tout le monde. La sécurité a dû être appelée lorsqu'elle a tenté de forcer son entrée dans la salle de conférence où les geeks de la tech essayaient de profiter de leurs exercices de consolidation d'équipe. Mais le joyau absolu de ce désastre fut ce qui s'est passé lorsque le père de Derek, Robert Morrison, est arrivé. Apparemment, Derek avait dit à ses parents qu'il allait se marier avec Brooke, omettant commodément le petit détail qu'elle était censée se marier avec quelqu'un d'autre d'abord. Robert avait conduit 4 heures depuis Milwaukee, portant son plus beau costume et un cadeau de mariage, s'attendant à voir son fils enfin se ranger avec une gentille fille. Au lieu de cela, il est tombé sur un groupe d'invités de mariage confus, de participants au séminaire d'entreprise et de personnel de la salle essayant de gérer le chaos. Quand il a demandé où était Derek, quelqu'un l'a aimablement informé que Derek était probablement à la maison avec sa fiancée, qui venait d'annuler son mariage avec un autre homme 3 jours auparavant. Selon les rapports que je recevais, Robert était resté là une bonne minute à digérer cette information avant de demander à parler à Hélène Patterson. La conversation qui a suivi a apparemment été assez forte pour être entendue par-dessus les exercices de confiance de l'équipe d'entreprise. « Votre fille était censée épouser quelqu'un d'autre aujourd'hui ?» avait demandé Robert, sa voix portant dans toute la salle. « C'est compliqué », avait répondu Hélène, réalisant probablement que son récit soigneusement construit était sur le point de s'effondrer. « Et mon fils était impliqué avec elle alors qu'elle était fiancée à cet autre homme. Derek et Brooke ont une connexion spéciale. Mon fils a aidé à briser des fiançailles ?» La voix de Robert devenait plus forte. « Mon fils, que j'ai élevé pour être un être humain décent, couchait avec la fiancée d'un autre homme. C'est là qu'Hélène a commis son erreur fatale. Votre fils a un cancer. » Brooke était juste là pour le soutenir pendant sa crise médicale. Le silence qui a suivi a apparemment été si complet que même les geeks de la tech ont arrêté leur présentation pour voir ce qui se passait. Robert est resté là, fixant Hélène, avant de sortir son téléphone et d'appeler Derek juste là, devant tout le monde. « Derek, dit-il, assez fort pour que la moitié de la salle l'entende, je suis dans un endroit où tu es censé te marier aujourd'hui. Sauf qu'il n'y a pas de mariage parce que la mariée était apparemment déjà fiancée à quelqu'un d'autre, et cette femme me dit que tu as un cancer.
Donc, j'ai une question pour toi. Qu'est-ce qui se passe, bordel? La conversation téléphonique a duré environ 30 secondes avant que Robert ne raccroche et ne se retourne vers Hélène et la foule rassemblée. Mesdames et messieurs, a-t-il annoncé, mon fils n'a pas de cancer. Il n'a jamais eu de cancer. Il a menti pour manipuler cette femme et détruire sa relation avec son fiancé. Et à partir de maintenant, il n'est plus mon fils. Puis il est sorti, laissant son cadeau de mariage sur la table de réception et Hélène debout là, la bouche ouverte comme un poisson hors de l'eau. La police a été appelée pour la deuxième fois en 3 jours, et tout le groupe a finalement été escorté hors de la propriété, mais le mal était fait. La famille de Brooke avait été témoin de la révélation complète des mensonges de Derek, des tactiques de manipulation d'Hélène et de la folie totale de leur plan. Le meilleur, selon les mises à jour de Jordan, était que la sœur de Brooke, Diana, avait tout enregistré sur son téléphone. Au moment où je lisais ces messages, des extraits de Robert dénonçant Derek et de la réaction choquée d'Hélène circulaient déjà sur les réseaux sociaux. Diana avait même envoyé un message à Jordan, « S'il te plaît, dis à Marcus que je suis désolé pour la folie de ma famille. C'est complètement dingue et j'en ai fini avec eux tous. Aussi, peux-tu m'envoyer son adresse? Je veux rendre le cadeau de mariage que j'ai acheté. Il mérite mieux que ce cirque. » Alors que j'étais assis là, lisant le récit de la finale spectaculaire de ce qui aurait dû être mon jour de mariage, j'ai ressenti quelque chose que je n'attendais pas. De la gratitude. Pas seulement du soulagement. Pas seulement de la justification, mais une gratitude sincère que Brooke m'ait envoyé ce texto mercredi. Parce que si elle ne l'avait pas fait, j'aurais épousé cette famille de gens manipulateurs et délirants et j'aurais probablement passé des années à essayer de comprendre pourquoi j'étais si malheureux. Au lieu de ça, j'étais assis sur une montagne, respirant de l'air pur, et regardant mes anciens problèmes se détruire d'eux-mêmes sans aucune aide de ma part. C'était le meilleur jour de mariage que j'ai jamais eu. 6 mois plus tard, j'étais assis dans mon nouvel appartement, un magnifique appartement d'angle à Lincoln Park que je pouvais réellement me permettre maintenant que je ne partageais plus tout. Avec quelqu'un qui considérait un coussin à 300 € comme une nécessité, faisant défiler mon téléphone et m'émerveillant de la façon dont ma vie s'était complètement transformée. La lumière du soleil d'automne entrait à flot par des fenêtres qui étaient réellement propres parce que j'avais appris à prendre soin de mon propre espace. Et mon café avait meilleur goût qu'il ne l'avait jamais eu lorsque je partageais une cuisine avec quelqu'un qui critiquait quotidiennement ma technique de préparation. Les conséquences de ce que j'avais commencé à appeler le grand désastre du mariage de 2025 avaient été presque poétiques dans leur justice. Brooke et Derek étaient toujours ensemble, si on peut appeler ce qu'ils avaient, ensemble. Aux dernières nouvelles du réseau de ragots de Chicago, ils vivaient dans le studio en sous-sol de Derek parce que Brooke avait été expulsée de notre ancien appartement après avoir manqué 3 mois de loyer. Apparemment, quand on passe tout son temps à piquer des crises de nerfs dramatiques sur les réseaux sociaux au lieu d'aller travailler, les employeurs ont tendance à le remarquer. Leur relation, d'après ce que j'ai pu comprendre par des connaissances communes qui ne pouvaient s'empêcher de partager des nouvelles, était exactement aussi toxique et misérable qu'on pouvait s'y attendre. Brooke avait découvert que Derek, sans le frisson de la clandestinité et du mensonge, n'était qu'un homme enfant au chômage qui jouait aux jeux vidéo toute la journée et ne pouvait pas garder un emploi parce qu'il se faisait constamment virer pour des conflits de personnalité avec ses superviseurs. Derek, quant à lui, avait appris que Brooke, sans le coup de pouce à l'ego d'avoir plusieurs hommes en compétition pour son attention, n'était qu'une reine du drame exigeante qui s'attendait à ce qu'il finance son style de vie pendant qu'elle se trouvait. Le meilleur, c'est que Brooke continuait de poster ses photos de couple manifestement fausses sur Instagram, essayant de convaincre le monde qu'il vivait une grande histoire d'amour. Mais quiconque ayant des yeux fonctionnels pouvait voir que Derek avait l'air misérable sur chaque photo, et les légendes de Brooke devenaient de plus en plus désespérées. « Vivre ma meilleure vie avec mon âme sœur », écrivait-elle, tandis que Derek avait l'air d'être retenu en otage en arrière-plan de leurs selfies. Le divorce d'Hélène et Roger avait été finalisé il y a 2 mois, et d'après ce que j'ai entendu, il avait été spectaculaire. Roger avait apparemment conservé des registres détaillés des habitudes de dépenses d'Hélène et de son implication dans l'encouragement de la liaison de Brooke, ce qui n'avait pas bien joué devant le tribunal. Hélène vivait maintenant dans un appartement d'une chambre et travaillait à un comptoir de cosmétiques dans un grand magasin, bien loin de son style de vie de reine de country club. Roger, quant à lui, avait déménagé en Floride, acheté un bateau, et selon ses publications Facebook, vivait sa meilleure vie en pêchant et en jouant au golf sans que personne ne lui dise qu'il le faisait mal.
Le drame de la famille Morrison avait été tout aussi satisfaisant à observer de loin. Le père de Derek, Robert, avait mis sa menace à exécution et avait renié son fils, coupant tout soutien financier et retirant Derek de son testament. La mère de Derek s'était rangée du côté de Robert après avoir appris toute l'étendue des mensonges et de la manipulation de Derek. Aux dernières nouvelles, Derek avait essayé de les contacter vers Noël, mais ils avaient refusé ne serait-ce que de prendre ses appels. Mais honnêtement, la partie la plus satisfaisante de toute cette expérience n'était pas de voir mes anciens problèmes s'autodétruire. C'était de découvrir à quoi ressemblait ma vie lorsque je ne gérais pas constamment le chaos émotionnel de quelqu'un d'autre. Pour la première fois depuis des années, je pouvais faire des plans sans avoir à vérifier avec quelqu'un qui pourrait soudainement décider qu'elle avait des sentiments sur ce que je voulais faire. Je pouvais inviter des amis sans me soucier de savoir s'ils répondraient aux normes sociales de Brooke. Je pouvais manger des céréales pour le dîner si je le voulais ou passer un samedi entier à lire sans que quelqu'un se plaigne que j'étais antisocial. Ma vie professionnelle s'était également considérablement améliorée. Sans le stress constant des drames relationnels, j'avais pu me concentrer sur mes projets et j'avais été promu directeur de compte senior le mois dernier. Mon patron avait même commenté à quel point j'étais devenu plus créatif et confiant, ce qui était hilarant parce que tout ce que j'avais fait était de retirer une personne extrêmement négative de ma routine quotidienne. Le groupe d'escalade que j'ai rejoint était devenu une partie régulière de ma semaine. Et grâce à eux, j'ai rencontré Élise Chin, une ingénieure en logiciel qui travaillait pour l'une de ces entreprises qui créent des applications que les gens utilisent vraiment, au lieu de bêtises d'entreprise. Quand je lui ai raconté l'histoire de mon mariage annulé, elle a tellement ri qu'elle a failli tomber du mur d'escalade. « Attends », avait-elle dit, « elle pensait vraiment que tu serais d'accord pour qu'elle couche avec son ex-petite amie avant votre mariage ? Et ensuite elle a été surprise quand tu as tout annulé. » Elle m'a qualifié de mature et sûr de moi pour avoir accepté, avais-je expliqué. Ce n'est pas être mature. C'est être un paillasson. Il y a une énorme différence. Ce que j'aimais chez Élise, c'est qu'elle était l'exact opposé de tout ce qui n'allait pas dans ma relation avec Brooke. Elle était directe au lieu d'être manipulatrice, honnête au lieu d'être dramatique, et elle semblait réellement apprécier ma compagnie au lieu de me traiter comme un accessoire de son style de vie. Quand elle disait qu'elle voulait faire quelque chose, elle le pensait. Quand quelque chose la contrariait, elle me disait ce qui n'allait pas au lieu de me faire deviner. C'était comme découvrir que les relations n'avaient pas à être une guerre psychologique déguisée en romance. Nous sortions ensemble depuis 3 mois maintenant, et pas une seule fois elle n'avait mentionné avoir besoin de « tourner la page » avec un ex-petit ami. Concept fou, je sais. Les quelques amis communs qu'il me restait de l'époque de Brooke me tenaient occasionnellement au courant du drame en cours. Apparemment, Brooke et Derek avaient rompu et s'étaient remis ensemble 4 fois depuis le désastre de mon mariage, chaque fois avec des annonces de plus en plus publiques sur les réseaux sociaux concernant leur lien indestructible et leur connexion destinée. La dernière rupture avait impliqué Brooke jetant la PlayStation de Derek par la fenêtre de leur 2e étage, ce qui avait été capturé par la caméra Ring de quelqu'un et largement partagé parmi les gens qui les connaissaient. Gretchen, la sœur de Derek qui avait été la demoiselle d'honneur de Brooke, m'avait en fait contacté il y a quelques mois pour s'excuser du rôle de sa famille dans tout ce gâchis. Elle avait été mortifiée en apprenant les mensonges de Derek sur le cancer et avait apparemment passé des semaines à envoyer des textos à Brooke, essayant de la raisonner avant de finalement abandonner et de couper le contact avec eux deux. J'aurais dû voir ce qui se passait, avait-elle dit. Derek a toujours été un petit manipulateur, mais je pensais qu'il avait grandi. Et Brooke. Je ne sais pas ce qui lui est arrivé. Elle était amusante et normale avant, mais à un moment donné, elle est devenue cette personne qui pense que le monde lui doit quelque chose. En y repensant maintenant, je pouvais voir tous les signaux d'alarme que j'avais ignorés pendant ma relation avec Brooke. La façon dont elle parlait de ses ex comme s'ils étaient tous fous, ne pouvait pas la gérer. La façon dont elle créait des drames avec les serveurs et les employés de magasins sans raison. La façon dont elle testait constamment mes limites, pour voir jusqu'où elle pouvait aller. La façon dont elle avait toujours une crise qui nécessitait une attention immédiate et un soutien émotionnel, mais n'avait jamais le temps de fournir le même soutien quand j'en avais besoin. Mais le plus grand signal d'alarme avait été à quel point je me sentais épuisé tout le temps quand j'étais avec elle. Je pensais que c'était juste le stress de l'organisation du mariage ou la pression du travail, mais maintenant je réalisais que c'était l'effort constant d'essayer de gérer quelqu'un qui était fondamentalement ingérable. Ces jours-ci,
Je me réveillais en ayant hâte de commencer ma journée au lieu de me demander quelle crise nécessiterait mon attention. Je faisais des projets avec des amis sans avoir à négocier ou à justifier mes choix. Je poursuivais des passe-temps qui me rendaient heureux au lieu d'activités qui impressionneraient les autres. Et quand les gens me posaient des questions sur le mariage qui n'a jamais eu lieu, je leur disais la vérité. C'était la meilleure chose qui ne me soit jamais arrivée. Parce que le texto de Brooke n'avait pas mis fin à tout. Il m'avait libéré.